Plus 39% de revenus, plus 60% de bénéfices par action, des résultats de 10% au-dessus de ce que les analystes attendaient. Si vous voyez ces chiffres passer dans votre fil d'actualité financière, votre réaction naturelle est probablement belle entreprise, belle croissance, peut-être une opportunité. Mais aujourd'hui, je vais vous amener derrière ces chiffres parce que les résultats de FICO ce trimestre sont un cas d'école fascinant parce qu'ils sont, ils sont pas parce qu'ils sont mauvais, attention, ils sont excellents, d'accord? Mais parce qu'ils posent une question que très peu d'investisseurs se posent quand tout va bien, d'accord? Et cette question est simple, est-ce que cette performance est durable? Donc, alors, commençons par comprendre ce qu'est FICO. Parce que c'est une entreprise que beaucoup de gens connaissent sans vraiment savoir comment est-ce qu'elle gagne son argent. FICO, c'est une entreprise, c'est l'entreprise derrière le score de crédit qui porte son nom. Donc le FICO Score, normalement, s'appelle le Fair Isaac Company. Et aux États-Unis, quand une banque décide si elle vous accorde un prêt immobilier, un prêt automobile, une carte de crédit, elle consulte vos scores FICO. Ce score est devenu le standard absolu du marché américain du crédit depuis des décennies. Pratiquement chaque décision de crédit aux États-Unis passe par FICO, d'une façon ou d'une autre. Ce monopole de facto sur la décision de crédit est ce qu'on appelle un avantage concurrentiel structurel. On pourrait même mettre un avantage concurrentiel réglementaire de manière générale parce que FICO est devenu un peu la norme par défaut. Enfin, dans l'ancien monde. Les banques ne peuvent pas simplement décider de ne plus utiliser le score FICO ou du jour au lendemain. Leur processus, leur modèle de risque, leurs exigences réglementaires sont construites autour de lui depuis des années. Et rappelez-vous que le rôle d'une banque, c'est de gérer le risque. Et donc l'outil FICO leur permet justement d'apprécier le risque par rapport à un éventuel demandeur de prêt ici. OK? Donc, FICO a aussi une division logicielle qui vend des outils d'analyse et de prise de décision aux institutions financières. C'est ce qu'on appelle le segment software et il est en train de migrer vers le cloud. Donc ici, on verra généralement une variation dans ce secteur d'activité-là. Donc, généralement, vous savez que quand on migre vers le cloud et qu'on devient plutôt un modèle SaaS, ça peut être bénéfique à long terme. Je sais, vous me direz, et l'IA dans tout ça. Ça, c'est un autre débat. Donc, voilà la base. Maintenant, regardons ce qui s'est passé vraiment ce trimestre. Les revenus totaux ont atteint 692 millions de dollars en hausse de 39% par rapport à l'année dernière à la même période. C'est 10% au-dessus du consensus des analystes. Donc le bénéfice par action non GAAP a atteint 12,50 $ par action en hausse de 60%. Revenu en croissance de 39%, bénéfice par action en croissance de 60%. Et ce bénéfice par action-là est 14% au-dessus des attentes. Ces chiffres sont impressionnants. Mais la vraie question est, d'où viennent-ils? La réponse est dans les détails du segment score, qui a généré 475 millions de dollars de revenus en hausse de 60% sur un an. Et à l'intérieur de ce segment, les revenus B2B ont bondi de 72%. Pourquoi cette explosion? Deux raisons principales. Premièrement, les volumes de nouveaux prêts immobiliers ont augmenté. Quand les taux d'intérêt baissent ou se stabilisent, les gens recommencent à acheter des maisons et à refinancer leurs prêts existants. Chaque nouvelle demande de prêt immobilier déclenche une consultation du score FICO. Plus de demandes de prêts, plus de revenus pour FICO généralement. Deuxièmement, et c'est là que c'est particulièrement intéressant, FICO a augmenté ses prix. L'entreprise a la capacité de facturer davantage pour chaque consultation de score parce qu'elle est en position de quasi-monopole. Les banques n'ont pas d'alternative crédible à court terme. Attention, j'ai bien dit court terme parce que pour ceux qui sont les anciens de cette chaîne, vous savez qu'on a parlé de FICO il y a moins d'une semaine. OK? Et on a parlé justement de FICO par rapport à une nouvelle de la FHFA, selon laquelle FICO n'était plus le seul modèle de score ici par défaut. Donc, FICO a maintenant un concurrent. Mais court terme, moyen terme, vous n'allez pas le voir. Ça ne va pas être aussi facile que ça. Dans le sens où vous ne verrez pas une chute des résultats ou bien une pression au niveau des marges cette année. Ça sera à partir de l'année prochaine ou des années à venir. Et donc, il y aura un décalage. Il ne faut pas l'oublier parce que je sais que vous attendiez à ce que les résultats baissent, etc. Mais non. La nouvelle est arrivée il y a quelque temps, même si l'information était connue depuis 2022, avec plus de pression en 2025. Un exemple, entre 2018 et 2024, le score de FICO est quitté de 10 centimes à peu près
aux alentours de 5 dollars par là. Donc, ce n'est pas négligeable. Ça fait, calculez-vous même le taux de croissance que ça donne. Donc, voyez-vous ici que ça semble être très peu par rapport au, au volume, au montant global d'un prêt moyen immobilier aux États-Unis. Parce qu'on parle de la partie hypothécaire. Ah, attention, la partie hypothécaire, c'est réglé, ils ont déjà un concurrent. Sur la partie crédit, de manière générale, crédit automobile, crédit à la consommation, etc., ou bien, ça, c'est encore une chasse gardée pour le moment. Mais ça, d'ici à ça va forcément tomber tôt ou tard. Donc, les banques n'ont pas d'alternative crédible à court terme. C'est ce qu'on appelle le pricing power, la capacité à augmenter ses prix sans perdre ses clients. Ils sont bloqués pour le moment. Donc, cette combinaison de volume en hausse et de prix en hausse a produit une croissance de 72% sur les revenus B2B. C'est exceptionnel, on est d'accord. Mais voilà la question que l'investisseur rigoureux doit se poser. Est-ce que ces deux moteurs vont continuer à tirer dans la même direction? Commençons par les volumes immobiliers. Le marché hypothécaire américain est l'un des secteurs les plus cycliques qui existent. Il dépend directement des taux d'intérêt, de la confiance des consommateurs et de la disponibilité des biens à vendre. Quand les taux remontent, les volumes s'effondrent. Quand les taux baissent, les volumes rebondissent. Donc FICO n'a aucun contrôle sur ce cycle. Elle en est simplement bénéficiaire ou victime selon le moment. Alors, ce trimestre, les conditions étaient favorables, mais elles ne le seront pas toujours. Maintenant, parlons de la stratégie de FICO. FICO augmente ses prix de manière agressive. Et je dirais agressive même, je cherche un terme, enfin, je cherche le superlatif absolu si vous voulez. Parce qu'agressif, même c'est petit selon moi. On va dire extrêmement agressive. Elle augmente ses prix de manière extrêmement agressive depuis plusieurs années. Cette stratégie est brillante tant qu'elle fonctionne, mais elle attire inévitablement l'attention. Les régulateurs américains ont déjà commencé à examiner la position dominante de FICO sur le marché du crédit dans son ensemble. Sur la partie hypothécaire, c'est réglé, on a déjà imposé une alternative. Donc, et des alternatives commencent à émerger. La FHFA, donc la Federal Housing Finance Agency, a récemment approuvé l'utilisation des scores de crédit alternatifs pour les prêts hypothécaires garantis par l'État. Et attention, ici, si vous écoutez le conference call, c'est... En fait, ils ont un dédain profond par rapport au Vantage Score. C'est-à-dire que pour eux, c'est pas un risque. Ils vont pas avoir tendance à nous déclasser ici parce que, voilà, ça fait 40, 50 ans qu'on existe, on est profondément ancré dans le workflow de nos clients, etc. Nos modèles ont prouvé par le passé qu'ils arrivaient à bien cartographier ici, à bien apprécier ici le risque, le risque au niveau des prêts, etc. Alors que Vantage n'a pas d'historique. Bref, ça, c'est dangereux. Ça sous-entend que Vantage ne sera jamais aussi bon que FICO. Or, il faut faire attention, c'est que des statistiques, c'est qu'un modèle algorithmique ici au-dessus d'une base de données et il ne faut pas insulter l'intelligence des 3 bureaux de crédit. Et donc, quand moi j'ai entendu ça, je me suis dit, on est typiquement devant une entreprise qui ne... Comment on dit ça Elle est complètement dans le dédain. Littéralement. Et moi, c'est le sentiment que, au sorti des conference calls, c'est ce que je comprends. Les résultats sont excellents. Encore une fois, les chiffres, c'est bon, mais ce qui nous intéresse, c'est pourquoi est-ce qu'on a ces chiffres-là et qu'est-ce qui nous permet de penser que ça va à peu près être la même chose dans le futur. Bref, il y a beaucoup d'éléments qui montrent qu'ici, qu'il y a de fortes chances que FICO, voilà, la concurrence est essentiellement basée sur les prix, mais également, ça veut dire qu'il y aura une pression sur les marges. Mais ça va prendre du temps. Et il ne faut pas le négliger. Je ne suis pas en train de dire ici que la fin de l'année, les marges de FICO vont être sous pression, etc. Non, ça pourrait même prendre 2-3 ans. Mais ce risque-là, il est déjà présent en date d'aujourd'hui. Il est déjà en opération. Il est déjà en train de se matérialiser maintenant sous nos yeux. Donc demain, si vous voyez FICO revenir à des marges de 45%, il ne faut pas être étonné. Parce que c'est déjà visible aujourd'hui. Parce que Vantage Score, pour être de plus en plus attractif, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous connaissez la chanson? On va baisser les prix. Okay? Il va falloir que FICO survive. Ses scores sont excellents, son modèle statistique est excellent. OK. Ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas bon non plus.
OK? Je pense mais qu'il y a un white paper qui est sorti sur la page de FICO ici où ils montrent que leur modèle est statistiquement meilleur, etc., machin truc. Mais ça, c'est typiquement le comportement d'une entreprise qui se sent en danger. Elle essaie de tout faire pour, euh, pour montrer à quel point le concurrent est nul. Mais il faut faire attention. Et encore une fois, je vous ai dit, enfin, bref, on ne va pas revenir sur l'ancienne vidéo. Je vous dis, tapez juste FICO, prenez les 3 dernières vidéos et faites-vous un avis par rapport à ça, incluant celle-ci. Donc, comme je disais tantôt, la FHFA a récemment approuvé l'utilisation de scores de crédit alternatifs pour les prêts hypothécaires garantis par l'État. Ce n'est pas une menace immédiate, mais c'est un signal que le mode de FICO, aussi solide qu'il soit aujourd'hui, n'est pas invulnérable. Il y a aussi un élément encourageant dans ces résultats qu'il faut mentionner, c'est la division software. Le taux de rétention net basé sur le chiffre d'affaires de la plateforme a atteint 136%. En langage simple, ça signifie que les clients existants de FICO dépensent en moyenne sur la plateforme, dépensent en moyenne 35% de plus qu'un an auparavant. C'est un indicateur de santé extrêmement positif pour un business logiciel. Et les revenus récurrents annuels de la plateforme progressent de 49% sur un an. Et je rappelle ici que le segment software est en train de migrer vers un modèle SaaS. Donc, ce segment est important parce qu'il représente la partie de FICO qui ne dépend pas des cycles immobiliers. Donc, si FICO réussit sa transition vers une plateforme logicielle cloud solide, elle construit une source de revenus récurrente et prévisible qui compense la cyclicité naturelle de son activité de score. Alors, c'est le pari de la stratégie de long terme de l'entreprise et ce trimestre, les signaux sont encourageants. Dernier point, et il est subtil mais très important, la direction a relevé ses objectifs annuels. Les revenus, et je pense que c'est la deuxième fois qu'il relève les objectifs annuels, les revenus attendus pour l'année fiscale 2026 passent de 2,35$ à 2,45$. Enfin, pas 2 dollars, excusez-moi, 2,35 milliards à 2,45 milliards de dollars. Le bénéfice par action passe de 38,17 dollars par action à 40,45 dollars en termes de prévision. Mais ces nouveaux objectifs restent en dessous du consensus des analystes. Pourquoi est-ce important? Parce que ça vous dit quelque chose sur la façon dont le management perçoit la durabilité de la performance actuelle. Quand une entreprise vient de battre les attentes de 10%, mais relève ses objectifs de seulement 4%, c'est généralement le signe qu'elle considère que certaines des ventes favorables de ce trimestre ne vont pas tous se maintenir au même niveau. En d'autres termes, le management lui-même vous dit implicitement « Oui, ce trimestre est exceptionnel », mais ne l'extrapolez pas linéairement sur le reste de l'année. La prudence dans la guidance est souvent plus informative que les chiffres du trimestre lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? FICO est une entreprise remarquable avec un avantage concurrentiel réel et une capacité à générer du cash qui est hors du commun. Une marge d'opération de 58% et un free cash flow en hausse de 227% sur un trimestre. C'est le genre de performance qui justifie une attention sérieuse. Mais les résultats exceptionnels de ce trimestre sont en partie le produit d'une convergence de facteurs favorables. Volume immobilier en hausse, pricing power exercé de façon extrêmement agressive et migration logicielle qui commence à porter ses fruits simultanément. Ces trois éléments ont tiré dans la même direction au même moment. La vraie question pour l'investisseur n'est pas est-ce que FICO a eu un bon trimestre? La vraie question c'est est-ce que je comprends suffisamment bien quels facteurs ont produit les résultats de ce trimestre et lesquels seront encore présents dans 2 ans. C'est exactement ce que le Prompt Top Invest, d'où vient cette croissance et où va-t-elle est conçue pour vous forcer à faire. Décomposer méthodiquement l'origine de chaque composant de la croissance, identifier ce qui est structurel de ce qui est cyclique et évaluer la durabilité de chaque moteur avant de décider si les résultats actuels justifient le prix que vous payez aujourd'hui. Parce que les meilleurs trimestres d'une entreprise sont parfois les moments les plus dangereux pour investir. Pas parce que l'entreprise est mauvaise, mais parce que c'est précisément là que la tentation d'extrapoler le présent vers le futur est la plus forte. Vous allez retrouver la bibliothèque de Prompt en description de cette vidéo. Par rapport à l'analyse quantitative, je vais rester sur mon avis, le dernier avis par rapport à la vidéo que j'ai faite à peu près, ça datait... voilà, je pense que oui, c'est ça, c'était en août 2025. Non, je pense qu'on va juste faire une mise à jour assez rapide de cet élément-là ici. Comme ça va être propre. Alors, pour FICO, comme je l'ai dit,
je vais rester sur une quinzaine de fois les bénéfices. Pas parce qu'elle mérite 15 fois les bénéfices, mais juste parce qu'il y a trop de nuages gris à l'horizon. Je ne sais pas si les marges vont diminuer. Parce que rappelez-vous, la partie mortgage dans le segment, score pèse également énormément. Donc il ne faut pas l'oublier, c'est l'un des plus gros marchés aux États-Unis. Et si FICO maintenant est forcé de, voilà, dans la partie score ici, si on valide Vantage Score et ce qui va arriver, je suis sûr que ce sera le cas parce que le plus gros marché, c'est le marché hypothécaire. Donc à cela, si on, a si on enlève le marché hypothécaire, il y a de fortes chances qu'on accepte Vantage Score au niveau du marché du crédit de manière générale, donc prêt automobile, prêt crédit à la consommation, ce genre de choses-là. Et donc, il y a de fortes chances qu'il y ait une pression au niveau des marges. Mais n'oublions pas également que la partie logicielle qui représente un chiffre d'affaires non négligeable pourrait avoir tendance à continuer à croître. Mais ça, c'est une autre histoire. De manière générale, même quelqu'un devrait se poser la question de savoir quelle est la taille du marché agressable ici pour ce segment logiciel-là. Donc, pour moi, ce n'est pas que FICO mérite 20 fois les bénéfices. Non. Enfin, 15 fois les bénéfices. Pour moi, si elle arrive à maintenir les marges actuelles, elle pourrait même s'échanger à 25 fois les bénéfices. Ça, disons même que c'est la marge, disons, ce sont les attentes. Voilà, on va se dire que c'est notre hypothèse la plus optimiste. Donc, on va prendre à $62 l'action par rapport aux attentes de 2028. Ici, c'est un business assez prévisible. Ça fait $1 550. Mais aujourd'hui, vu les risques actuels, qui selon moi, je n'arrive pas à complètement les quantifier. Donc pour moi, je vois qu'il peut avoir une pression au niveau des marges bénéficiaires, quitte à rater une opportunité ici. Je peux faire observer la scène et rester sur les lignes de côté, enfin, même pas rester, me situer à 15 fois les bénéfices. 15 fois les bénéfices si on prend $62 ici, ça nous ramène à peu près aux alentours des $930 à l'action. Je vais laisser la dette nette ici parce que je pense que elle peut gérer cette dette-là de manière générale. Donc, je prendrai cet élément sans dette nette. OK? Donc, pour moi, FICO aujourd'hui, si on a une pression au niveau des marges, à quel niveau on va se situer? Je ne sais pas. Parce que je ne sais pas à quel niveau Vantage Score sera agressif sur le plan quantitatif. Surtout que le modèle de tarification de FICO également est en train de changer. Il propose des alternatives. Mais regardez ceci. Ça, c'est une croissance des marges. Pendant très longtemps, FICO était aux alentours des 12%. Depuis 2018, qu'est-ce qu'on a eu? On a presque triplé. Je pense que c'est même encore plus élevé maintenant parce que le trimestre actuel, je pense que c'est déjà inclus. Donc, si on prend en termes de free cash flow, ça donne combien ici? Voilà. Les free cash flows sont plutôt à 20%, 36% aujourd'hui, et ça depuis 2018. Et si on revenait à ce qu'on avait en 2020, juste à ce niveau-là, à quoi ça allait ressembler? Vous pouvez également émettre cette hypothèse-là. C'est que, OK, 20 fois les bénéfices. OK, on reste à peu près à 2 milliards 300 ici. Bon, prenons 2 milliards 500, parce qu'on s'attend à 2 milliards 400 et poussière là-bas. Donc, on prend 20% ici. Je ne cherche pas à avoir précisément raison. Donc, à 20 fois les bénéfices, 15 fois. On coupe la poire en deux, entre 25 et 15. Le juste milieu, c'est 20 fois. Donc, ça fait à peu près 10 milliards qui 2 fois moins élevé que le prix actuel. Vous allez vous dire que c'est très méchant. Mais j'ai pris 20% de marge bénéficiaire de cette période. Donc, pour moi, FICO, je préfère donc rester sur les lignes de côté et observer. Si l'entreprise s'échange aux alentours, voilà, au prix actuel, en l'achetant, je sous-entends que les marges vont rester à ce niveau. Mais le business en lui-même, voilà, il est en croissance. Parce que dites-vous ici que ça ne veut pas... Ce n'est pas interdit d'augmenter les prix. Mais le faire aussi rapidement et aussi agressivement en si peu de temps, ça me fait peur. Et puis d'ailleurs, il faudrait que j'aille regarder qui est le PDG même de cette compagnie. Depuis combien de temps il est là? Parce que si sa stratégie, c'est juste augmenter les prix et aller dans le software, ça, c'est... Surtout quand on a un monopole réglementaire ici, c'est très, très dangereux. Parce que quand le gouvernement commence à mettre son nez dans vos affaires, ça va être de plus en plus compliqué. Et je vous ai déjà dit ici que les scores fonctionnent mieux au-dessus des datas qui sont détenues par les bureaux de crédit. Bref, je ne vais pas revenir sur l'ancienne vidéo que j'ai effectuée ici. Elle est ici. Vous tapez FICO. FICO. Voilà. Donc, ça date du 24 du mois d'avril. Nous sommes le 29 du mois d'avril. Avant ça, le 15 du mois d'août 2025, on avait également parlé de FICO. Donc, si on fait une mise à jour globale ici, c'est une entreprise. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, si je prends 15 fois les bénéfices avec le maintien des marges, voilà ce que j'aurai. Mais je ne sais pas si les marges vont avoir tendance à se maintenir parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas apprécier
l'introduction ici de l'alternative Interscore avec les marges actuelles. Donc, on est dans une zone vraiment grise. Ce qui sous-entend que quand bien même je serai optimiste sur cette compagnie, en termes de pondération dans le portefeuille, je vais essayer d'être prudent. Je sais généralement que vous attendez à des réponses toutes carrées, si c'est sous-évalué, etc. Mais je vais vous dire à peu près à quel point ça peut être confus, quand bien même une entreprise a d'excellents résultats. Parce qu'on a, on a un risque ici qui n'est pas qui est déjà visible en date d'aujourd'hui, mais sur laquelle il y a une grosse inconnue. Quel sera l'impact au niveau des marges? Alors, au lieu de se dire que les marges actuelles vont durer, prenons plutôt la moyenne. Observons ce que ça va donner. Et essayons d'apprécier, ok, est-ce que je suis prêt à prendre ce risque au prix actuel? Quand bien même je pense que les marges vont durer, est-ce que je suis prêt quel est le pourcentage que je pourrais investir sur cette compagnie? Bref, et quels sont les éléments qui pourraient me pousser à passer à autre chose? Donc, moi, j'attendrai, enfin, pas moi, j'attendrai, vous faites ce que vous voulez de manière générale. Mais cette année, si FICO m'intéresse, si la compagnie FICO m'intéressait, bah, j'aurais plutôt tendance à aller écouter le conference call des bureaux de crédit qui sont Equifax, Experian et j'oublie encore l'autre compagnie ici. Mais voilà, j'aurais tendance à écouter les conference calls, histoire de voir qu'est-ce qu'ils racontent. Parce qu'ils sont mieux positionnés que FICO dans le sens où bah, ils sont là pour prendre des parts de marché. Et je rappelle que ce sont des fournisseurs, disons des fournisseurs et des clients. Enfin, fournisseurs, même, c'est même trop dit, parce que ce sont des clients de FICO, mais qui ont également un élément important, ils ont des datas que FICO n'a pas. FICO a la formule, eux, ils ont les datas sur lesquelles la formule pourrait fonctionner. Et si eux-mêmes, ils lancent leur propre formule, comme c'est le cas présentement, eh ben, je pense que il est peut-être mieux je peux faire me positionner vers ces trois entreprises-là. Parce qu'elles pourraient en bénéficier à long terme. Elles n'ont rien à perdre, elles ont tout à gagner. FICO a tout à perdre. Enfin, tout entre parenthèses. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Et je vous dirais que ça, ce n'est qu'un avis comme ça, parce que jusqu'au prix actuel, je mettrai à peu près 930 $ et à 15 fois des bénéfices. Target price. Si elle arrive à maintenir ses marges et qu'on en voit une amélioration, parce que quand on pose la question par rapport aux parts de marché, bon, quoique c'est rare de trouver cette information-là, ils ne disent rien de concret. Ils ne disent rien, ils tournent autour de la question. C'est pour ça que je dis toujours, écoutez les conférences call. Moi, je suis sorti de là avec un sentiment mitigé. Je me dis qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Donc, quitte à me tromper, je peux me situer à 930. Pour moi, ça sera juste correct. Si je décide d'y investir, pondération minimum et tout en sachant que voilà les risques. Ça pourrait avoir un impact sur les marges bénéficiaires. En tout cas, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper et d'ailleurs même royalement le droit de me tromper. Et puis d'ailleurs, on pourrait discuter de FICO ce vendredi. Je vous encourage à aller écouter le live qu'on a fait dernièrement ici. Et actuellement, nos lives sont plutôt interactifs. Donc, on parle avec l'audience ici, donc celui qui se sent capable ici de monter et de donner son avis par rapport à la situation sur FICO. Pourquoi pas? Donc, nous avons ce live. Et on va en faire un ce vendredi. Donc, le 28 vendredi, c'est le premier. Bah, je ne sais pas, bref, je ne sais même pas quand est-ce que quelle est la date exacte on a ici ce vendredi, soit sur le 31 ou le 1er, je n'ai pas trop regardé ici. Mais dans tous les cas de figure ici, on pourrait parler de FICO, dépendamment de... en tout cas, on pourrait parler de FICO de manière générale. En tout cas, donnez-moi juste on souhaite donner rendez-vous ici sur les prochaines vidéos. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le lien vers la bibliothèque de prompt. Je n'ai pas dit un prompt, c'est une bibliothèque. Je vous laisse aller voir ça ici. Et pour les autres ici, les commentaires sont ouverts ou bien dans le couscous si vous avez des questions spécifiques. Merci, au revoir.